Let's go. Alors, Instagram m'a coupé. Je vous présente mes excuses. Alors. Excusez-moi, Instagram m'a coupé. Du coup, on va redémarrer tranquillement. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, Instagram nous a coupé. On va relancer le live. Donc ça va être un live essentiellement sur les traumas. Le but de ce live-là, c'est de vous apporter 7 vérités essentielles sur les traumas. Non pas sur uniquement sur tout ce qui est cerveau, neurosciences, mais surtout en fait en quoi. Salut Nina, j'espère que tu vas bien. Non pas sur pas ce qu'on vous apporte déjà sur les traumas, parce que ça c'est déjà ok. Hein. Salut Claire. Claire, je t'envoie un message tout à l'heure en DM. Je ne t'ai pas oublié. L'idée en tout cas de ce live, c'est pas de vous apporter la connaissance théorique déjà que vous avez sur tout ce qui est trauma, parce que comme vous le savez aujourd'hui, trauma, tout le monde le prend à toutes les sauces. Quand on parle de trauma, tout le monde met un mot dessus. Moi personnellement, ça m'agace parce que on dit tellement trauma. Salut Odia. On dit tellement trauma qu'à un moment donné, on sait même plus de quoi on parle. Tracy Enzo, la Nekao School, j'espère que tu vas bien. Donc là, l'idée de ce live, c'est de vous apporter des connaissances qui existent déjà en école de neurosciences, qui existent déjà dans les contextes, dans tout ce qui est psychologie, etc. Mais l'idée, c'est d'aller un peu plus loin dans cette théorie, parce qu'aujourd'hui, on parle tellement de trauma qu'on ne sait même plus de quoi on parle, et ça, c'est agaçant. Donc, si tu es abonné à ce compte-là, l'objectif, c'est que tu aies des données qui sont stables, des informations, des enseignements qui ont du sens et qui peuvent t'aider à aller mieux dans ta vie du quotidien et dans tes relations personnelles et professionnelles. Du coup, on y va, let's go. Donc, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour, ça va dépendre de là où est-ce que vous êtes. C'est-à-dire, il y a un autre mot. Alors non, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'en réalité, on s'est tous arrêtés sur le terme trauma. Alors, on va prendre Google, hein, et on va prendre l'étymologie de trauma. Pour vous, déjà, c'est quoi un trauma? Quand on parle de trauma, pour vous, c'est quoi un trauma? En un ou deux mots. Généralement, quand on vous dit trauma, vous pensez à quoi? C'est quoi la première chose à laquelle vous pensez? Et vous allez voir que des fois, c'est pas forcément ce qu'on pense. Mais quand on vous parle de trauma, Youssouf, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme, frérot. Mais quand on vous parle de trauma, vous pensez à quoi automatiquement? C'est un événement marquant, un choc. Exact. Un choc, un événement marquant, quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y a un terme qui revient beaucoup. Quelque chose qui vous marque. Super. Quelque chose qui vous marque. Blessure. Jusqu'à là, on est OK. C'est-à-dire que quand on parle de trauma, on parle d'événements qui marquent. On parle de blessure, on parle de choc. Et en réalité, donc on parle de traumatisme. Et dans l'étymologie même du terme traumatisme, il y a trauma qui signifie blessure. Jusque-là, c'est OK. Maintenant, quand on parle de blessure, donc il y a les blessures physiques, il y a les blessures émotionnelles, il y a les blessures psychologiques, il y a les blessures énergétiques, et il y a d'autres blessures qui sont d'une autre forme, qui n'ont pas forcément de forme, mais c'est OK. D'accord? Trauma physique, c'est OK. Merci Milly, lésions, etc. OK. Maintenant, à quoi ça ressemble un trauma émotionnel? On peut prendre le référentiel de Lise Bourbeau qui existe, que tout le monde connaît, qui est connu du grand public, qui s'appelle les 5 blessures de l'âme. Qu'est-ce que c'est que le trauma sur un plan psychologique ou émotionnel? On va même prendre les deux, psychologique et émotionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un trauma psychologique ou émotionnel et émotionnel? Ça ressemble à quoi? À quoi est-ce que ça ressemble? À quoi est-ce que ça ressemble? Alors bien entendu, il n'y a pas de mauvaise réponse. L'idée, c'est d'avancer progressivement. Mais qu'est-ce que c'est qu'un trauma? À quoi ça ressemble un trauma?
atteindre notre estime, conscience de soi. Par exemple, un poids. Ok, donc ça peut être une atteinte à l'estime de soi ou à la confiance en soi. Ça peut être une émotion non exprimée. Ça peut être un poids. Ok. Quoi d'autre, la team? Quoi d'autre? Perdre confiance. Alors, est-ce que perdre confiance... Alors, perdre confiance, c'est la résultante. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a avant. Qu'est-ce que c'est selon vous le trauma? À quoi ça ressemble un trauma? Là, par exemple, quand vous avez dit perte de confiance, en fait, c'est la résultante. Et c'est OK, hein? C'est OK. Mais du coup, il y a quelque chose avant qui a causé ça. Qu'est-ce que ça pourrait être, selon vous? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La réaction consciente ou inconsciente? Ouais, il y a une réaction. Donc la réaction, c'est l'effet. Qu'est-ce qui crée cet effet-là? Douleur que l'on a en nous et qu'on ne sait pas extérioriser, par exemple. Du coup, cette douleur-là qui est exprimée à un moment donné, elle est causée par quelque chose, le trauma. Maintenant, à quoi ressemble le trauma? Si vous deviez dessiner un trauma, vous le dessineriez comment? Si vous deviez dessiner un trauma, vous le dessineriez comment? Un fantôme qui t'accompagne, que tu combats tous les jours. Ok, donc le trauma, c'est un fantôme, du coup. Dans ce que tu partages, Milly. Et je pense certainement que si vous comprenez ce que je vais vous partager là, il est probable que pour certaines personnes, ça va radicalement changer votre vision de l'intelligence émotionnelle. Notre ego, une déchirure, une table bancale, un ego qui est en nous, un blocage. Ouais. Donc ça, en effet, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer comme ça. Et c'est OK, les réponses que vous donnez, moi je suis aligné avec ce que vous partagez. Même la notion du fantôme. Je suis hyper aligné avec ça. Un trauma, c'est pas palpable. Exact. Exact. Et en fait, on a tous notre propre définition du trauma. Merci de le rappeler, Nina. On a tous notre définition du trauma. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, de revoir cette notion de trauma? C'est parce qu'à un moment donné, et dites-moi si ça vous parle, hein, à un moment donné, en fait, les traumas que l'on porte vont, à un moment donné, avoir un impact sur les relations que l'on entretient. Les relations avec notre conjoint, notre partenaire, nos relations avec la famille, nos relations avec nos collègues de travail, nos relations avec la société, nos relations aussi avec les inconnus et nos relations aussi avec nos enfants. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce qu'on appelle trauma va influencer les relations que l'on va entretenir au quotidien, que ce soit sur le plan du travail, de la maison, de la famille, de la société et autres. Et on a le droit de ne pas être d'accord, c'est hyper OK. Le but, c'est pas d'être d'accord, le but, c'est de comprendre ce qu'on n'a pas encore compris, à deux ou à plusieurs. C'est ça le but. Parce qu'encore une fois, moi aussi, je n'ai pas la science infuse. OK. Donc on est d'accord sur ça. Super. En tout cas, certaines personnes sont d'accord. Les personnes qui ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Quand on n'est pas d'accord, c'est le moment de se syntoniser. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre capacité à travailler, en fait, ce qui est de l'ordre des blessures, ça va avoir un impact, en fait, sur tout ce que l'on va... Ça va avoir un impact, en fait, sur les relations qu'on va entretenir. Et quelque part, et c'est là où ça devient intéressant, quelque part, les relations qu'on apprécie le moins, c'est pas que c'est des relations qu'on apprécie moins, c'est pas que la personne, on l'apprécie moins. Quelquefois, pour pas dire souvent, à un moment donné, dans les relations qu'on n'aime pas, on arrive à un effet où, salut Nadia,
on arrive à un effet où les relations sont en train de réveiller des blessures que l'on porte, autrement dit des traumas qu'on porte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Aligné, ça veut dire qu'on est censé savoir qu'on est influé par nos traumas. Ouais, et c'est ça l'éveil. Mais du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec ça si je vous dis qu'à un moment donné, les relations les moins confortables que l'on entretient, à un moment donné, les relations les moins confortables qu'on entretient sont en train de réveiller des traumas que l'on a ici. Salut Edwige. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ça veut dire que tu peux être dans une relation, tu peux entretenir une relation avec une personne, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, que tu vas trouver pas confortable. Ouais, non, c'est relou, c'est chiant. Cette relation est probablement là pour réveiller ce qui va se passer chez toi. Jusque-là, est-ce qu'on est OK avec ça? Et c'est important qu'on avance correctement pour que je puisse après vous délivrer là les 7 points que je vais partager avec vous. Encore faut-il qu'on ne soit pas dans le déni. Et encore, le déni, on s'en fout. Que la personne soit dans le déni, en réalité, on s'en fout. L'essentiel, c'est que moi, dans ma posture, je ne sois pas dans le déni. C'est ça, en fait, le plus important. Que moi, dans ma posture, je ne sois pas dans le déni. Parce que le plus important dans la situation, c'est déjà moi. Avant même de m'occuper de l'autre, déjà, je m'occupe de moi. Parce que la meilleure façon, et ça, c'est quelque chose que je vous invite à intégrer dans vos relations, si vous voulez qu'elles soient paisibles, c'est de permettre à l'autre d'être qui elle est véritablement, en étant soi-même. Donc, vu que je veux que les personnes soient authentiques et soient entières autour de moi, je me permets d'être entier déjà vis-à-vis de moi-même. L'inconfort renvoie à nos difficultés, sinon ce ne serait pas inconfortable en effet. Ok, jusqu'à là on est ok. Beauté sucrée, on est ok. Didier aussi on est ok, exactement. Mon conjoint me réveille beaucoup de choses, mais vu que j'en ai conscience, je travaille tant bien que mal. Là, c'est top. Franchement, c'est très mature de ta part, Didi Boud. Maintenant, et c'est là où après le véritable travail commence, est-ce qu'on est en capacité de lister les 5 personnes avec qui on est le moins à l'aise, avec qui on était le moins à l'aise cette précédente année, là en 2024, et voir en fait qu'est-ce qu'elles ont révélé de nous. Est-ce qu'on est en capacité de faire ça ou pas? Et soyons honnêtes avec ça, soyons vraiment honnêtes avec ça. Est-ce qu'on est en capacité de lister les 5 ou 10 personnes qui nous ont saoulés, avec qui on n'en pouvait plus en 2024, et de prendre du recul pour regarder ce qu'elles ont relevé, ce qu'elles sont venues refléter de nous. Est-ce qu'on est en capacité de faire ça ou pas? Les étoiles de Tarafal, je vous ai vu, j'espère que ça va. Est-ce qu'on est en capacité de faire ça ou pas? Alors, quand je dis est-ce qu'on est en capacité de le faire, vous pouvez mettre oui, en mode au calme. Vous pouvez mettre c'est pas le moment. Ou alors mettre tout de suite non, parce qu'en vrai, on a le droit de ne pas être OK avec ça. C'est hyper OK. Est-ce qu'on est en capacité de le faire ou pas? Quand je dis on, je parle de vous aussi. OK. Donc, si vous êtes en capacité... Donc, déjà, félicitations pour ceux qui sont en capacité de le faire. Ça veut dire que vous avez un niveau de lâcher prise qui est OK. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas encore OK, et c'est OK aussi, le but, c'est d'être sincère avec soi. Le but, c'est d'être vraiment sincère avec soi. D'accord? Mais ce que je vous invite à faire, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est prendre le temps de regarder les relations qui vous ont le plus saoulé en 2024. Les relations qui vous ont le plus saoulé en 2024. Qu'est-ce qu'elles sont venues vous rappeler sur vous? Et non pas sur l'humain, non pas sur la vie de couple ou la vie en famille ou la société. Ça, on s'en fout. C'est pas ça le plus urgent. Qu'est-ce qu'elles sont venues révéler de vous? Et déjà, là, vous êtes dans une démarche beaucoup plus mature. Beaucoup plus mature. Par contre, trouver les personnes, c'est facile. Être en sincérité radicale pour voir ce qu'elles révèlent chez nous, ça, c'est moins facile. C'est pour ça que des fois, on va avoir des psychologues ou des thérapeutes. Parce qu'il y a un niveau où on a besoin d'être accompagné. Et c'est OK.
C'est hyper OK. Heureusement qu'on a besoin d'être accompagné pour ça. Sinon, ce serait pas marrant, il n'y aurait pas de problème à résoudre. En tout cas, jusque-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épreuve que vous allez rencontrer dans une relation, en réalité, elle est là pour éveiller, en fait, à un moment donné, une vérité qui vous concerne vous, qui est là pour vous aider à passer le prochain niveau. C'est un peu comme dans un jeu vidéo. Quand vous êtes dans une relation, que vous rencontrez un conflit, ce conflit-là, il n'est pas là pour vous dire que ça ne peut pas marcher. Non, parce que rappelez-vous que les relations les plus sincères et les plus durables, ce sont des relations profondes, et toutes les relations profondes ont connu des conflits, une multitude de conflits. Les relations où tout est toujours fluide, tout droit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, c'est des relations très fragiles. Très fragiles, parce que le jour où il y a un problème, comme dirait un ami, poteau, le jour où il y a un conflit, c'est là où tu vas voir. Mais on se comprend. Moi, j'ai l'impression qu'elle me montre mon ancien moi, mes anciens comportements. Par exemple, ça peut être ça aussi. Donc après, ça va dépendre de l'étape de la vie dans laquelle tu es, parce qu'on connaît tous des cycles différents. D'ailleurs, ça me rappelle que dans l'académie, prochainement, là, je dois vous faire la vidéo là sur les cycles de la vie, pour que vous puissiez comprendre la science qu'il y a derrière ça. Mais on continue. Divine Thérapie, on est ensemble. Je partage. On partage aujourd'hui, on partage. Bonsoir à ceux qui sont là, qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez bien. Salut Vera Lipen, j'espère que tu vas bien aussi. Du coup, rappelez-vous que lorsque vous rencontrez un conflit dans une relation, ça ne veut pas dire que la relation est à revoir, ça ne veut pas dire que la relation n'est pas OK. Salut Diana, salut Rémi. Ça ne veut pas dire que la relation n'est pas OK. Ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, la relation est là pour vous révéler quelque chose, pour atteindre le prochain niveau. Lorsque vous abordez le conflit de cette façon-là, croyez-moi, vous gagnez du temps, vous gagnez en efficacité, vous gagnez en paix. Donc, première chose, lorsque vous rencontrez un conflit dans une relation, et je veux que vous l'entendiez et que vous l'intégriez dans votre vie pour que vous vous sentiez mieux. Dès que vous rencontrez un conflit dans une relation, ça ne veut pas dire que c'est le début de la fin, ça ne veut pas dire que la relation ne peut pas marcher, ça veut tout simplement dire que vous avez besoin de ce conflit-là pour trouver la vérité qui va vous permettre d'atteindre le prochain niveau. D'accord ? Sur un plan personnel et sur un plan relationnel. D'accord ? Une fois que vous avez compris ça, déjà, vous abordez le conflit différemment. Et est-ce qu'on est d'accord que juste le fait d'intégrer ça, ça permet déjà de se sentir mieux dans les conflits qu'on connaît au quotidien dans nos relations, qu'elles soient personnelles, amoureuses, professionnelles, familiales et autres. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? Parce que ça, c'est la théorie, après il y a la pratique. Je vous assure, la pratique, c'est pas aussi simple. La pratique, c'est pas aussi simple. Mais est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? Et on a le droit de ne pas être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Parce que ne pas être d'accord, en tout cas dans mes lives, ne pas être d'accord, c'est synonyme d'authenticité. Donc tu as le droit de ne pas être d'accord. Sauf si tu commences à manquer de respect. Là, c'est Poutine, Staline, tout ce que tu veux. Pam ! Scal, on est ensemble, je t'ai vu. Donc du coup, en fait, ça dédramatise pas mal de choses. Et c'est ce que j'apprends en tout cas à mes clients dans mon approche. C'est le fait de comprendre ce que certains appellent la beauté cachée de la situation, c'est comprendre ce qu'il y a derrière le conflit. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ce soit dans les familles, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les amitiés, que ce soit au travail, il y a énormément de relations qui sautent parce qu'à un moment donné, on n'a pas intégré cette dimension-là. Et c'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est hyper compliqué. Donc, par rapport à cette notion de conflit, non, pas de conflit, de trauma. Parce que là, en fait, on est sur un plan neurosciences, trauma. Et là, je vais vous partager cette vérité que les gens ignorent sur les traumas et qui vous permet déjà de relativiser sur ces histoires. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit au début du live, pour ceux qui n'étaient pas là, on entend trop de dingueries sur les traumas. Beaucoup trop. Première vérité. C'est pas la difficulté qui vous brise à un moment donné, mais c'est le sens que vous décidez de lui donner. Je répète, ce n'est pas le traumatisme qui vous brise à un moment donné ou qui justifie ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est le sens que vous lui donnez.
Le sens que vous choisissez de lui donner. Parce que ça reste un choix. Est-ce que ça fait sens pour vous ou est-ce que ça ne fait pas du tout sens? Ou est-ce que pour vous, c'est des bêtises? Donc je répète, ce n'est pas le trauma en soi qui vous brise et qui vous empêche de, mais c'est le sens que vous choisissez de lui donner. Est-ce qu'on est OK avec ça ou pas? Donc ça, c'est le premier. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux vivre une histoire où, par exemple, on aime bien prendre, je m'inclus dedans, on aime bien prendre la situation les traumas familiaux. Ouais, je tiens ça de mon père, c'est à cause de mon père que je n'arrive pas à faire, ou c'est à cause de ma mère que je n'arrive pas à faire. En soi, c'est pas ça qui justifie ça, hein. Mais c'est le choix que tu as décidé par rapport à ce que tu as dupliqué. Je reformule, c'est pas parce que ton père ou ta mère a eu un comportement X ou Y qui fait que toi, tu décides d'adopter ce comportement X ou Y, c'est pas ça. C'est le sens que tu as donné à ce comportement-là. Parce qu'encore une fois, tu as le droit de répéter les schémas de ton père et de ta mère, mais tu as le droit aussi de ne pas les répéter. Si ton, pardon pour les, alors là, je vais partir dans l'autodérision, ne le prenez pas personnellement, mais si ton père est un soulard, ta mère est une soularde, ça ne veut pas dire que toi, tu dois être un soulard. Non, tu as le choix de ne pas vouloir boire. C'est juste pour que vous compreniez. C'est pas parce que ton père ou ta mère, à un moment donné, est un meurtrier ou une meurtrière, que toi, tu dois décider d'être un meurtrier ou une meurtrière. Par contre, il est probable que tu choisisses ce comportement parce que pour toi, c'est comme ça qu'on devrait se comporter dans la vie. Et si tu n'as connu que ça, c'est logique qu'à un moment donné, tu dupliques ce comportement-là parce que pour toi, c'est la base en fait. Mais ça reste le choix que tu as décidé. Tu peux très bien dupliquer le comportement d'une autre personne ou dupliquer le comportement inverse. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le choix. Tu as toujours le choix. Alors c'est vrai que jusqu'à 18 ans, d'après la loi, tu es sous la responsabilité des parents. Et c'est OK. D'accord? Par contre, après, ce que tu décides de faire, les choix que tu décides de faire vis-à-vis de toi, c'est ton choix. C'est ton choix. Donc tu as le choix, à un moment donné, de changer de comportement. Et tu peux changer le comportement de différentes façons. Soit aller voir des professionnels qui vont t'aider soit à travers l'hypnose, le coaching, la reprogrammation mentale, la thérapie, t'aider déjà à comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ça et t'apprendre à le changer. D'accord? Ça peut être dupliquer le comportement ou prendre un mentor, dupliquer le comportement d'un mentor. Ça peut être aussi t'entourer de personnes qui ont les résultats que tu veux. Ça peut être aussi te former aussi. En fait, il y a aujourd'hui, il y a tellement de solutions que l'excuse que vous avez compris ce que je veux dire. En fait, aujourd'hui, on a tellement de solutions qui ne dépendent même pas, c'est même pas le critère, c'est même plus les finances aujourd'hui, c'est vraiment la volonté. On a tellement de solutions aujourd'hui qu'on peut plus dire « Oh, c'est à cause de… » Ça marche plus. Hier, la plupart du temps, alors Scal, il nous dit quoi? Hier, la plupart du temps, on décide de ne pas répéter les schémas de nos parents quand ces derniers ne correspondent pas à l'idéal qu'on se fait de notre vie. De fou! De fou! De fou, de fou. Regardez, un exemple simple. Hein. À l'époque, il y avait des personnes… pour certaines personnes, c'était normal de battre les femmes. Ça ne veut pas dire que vous allez battre vos femmes aujourd'hui. Il y avait une époque où se faire battre par son compagnon, c'était normal. Ça ne veut pas dire que vous aussi, vous allez le dupliquer. Les schémas d'avant, c'est des schémas d'avant qui correspondaient à une étape clé de l'histoire. Mais il y a des choses aujourd'hui qui, malheureusement, alors moi, c'est ce que j'aime dire à mes clients, il y a des choses aujourd'hui qui sont périmées. Date limite de conservation. C'est même plus consommation. Date limite de consommation. Date limite de comportement. C'est-à-dire que le comportement, il est plus adapté à ce que tu fais aujourd'hui. Change ça! Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où plus tu décides de fuir un comportement, plus tu t'en rapproches. C'est-à-dire que plus tu te dis, je veux pas être comme ma mère, plus tu vas devenir comme ta mère à la finalité. Quand il y a ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas accueilli ou respecté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il faut travailler dessus et ne pas hésiter à faire appel à des professionnels pour que ça arrête de se répéter. Et vous comprendrez mieux ensuite.
est-ce qu'il y aurait des traumas qui entravent notre capacité de choisir, genre quand on est une personne encore sous le choc? Oui, bien sûr, il y a ça. Après, on parle plus de biais cognitifs. Prochainement, là, je vais créer du contenu sur les biais cognitifs pour que vous puissiez comprendre en fait comment le cerveau fonctionne. Parce qu'on a une partie du cerveau qui fonctionne de façon automatique, où on est vraiment dans on est vraiment dans la répétition de schémas qui ne sont pas forcément en lien avec ce qu'on veut. Et vous avez une autre partie qui est totalement dans une notion de volonté. Mais je vais partager ça sous forme de post et j'espère sincèrement que ça va vous aider. On appelle ça les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est ce qui est à l'origine de certains de nos comportements automatiques. Et le fait déjà de les comprendre, ça va vous aider à mieux appréhender certaines choses. Mais oui, ça existe. Très juste. Nous construisons tout par mimétisme et opposition. Charge à nous de choisir notre voie. Exactement, espace et oui. Scal qui nous dit, d'ailleurs, on a tendance à ne pas répéter les schémas de nos parents quand ces derniers ne correspondent pas à l'idéal de notre fille. Ouais, de fou. De fou, de fou. On continue. Du coup, rappelez-vous que c'est pas le trauma qui va déterminer votre état d'être, c'est le sens que vous lui donnez. Ça veut dire que, en réalité, il y a zéro trauma. Il y a juste à un moment donné des situations, des expériences, des émotions ou des schémas qu'on a décidé de garder dans nos vies, comme des systèmes qu'on a décidé de garder, et en fait qu'on duplique, parce qu'à un moment donné, en fait on ne sait pas quoi mettre à la place. Et c'est ok. C'est comme à un moment donné, vous voyez je ne sais pas si ça va vous inspirer, mais pour les amateurs de PlayStation, vous avez des joysticks et vous avez les boutons L2, R2, tout ça. Il y a des personnes qui ne savent même pas que dans la manette qu'ils ont actuellement dans leur vie, en fait, ils ont des R2, L1, tout ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces boutons, ils sont en automatique. Le jour où ils commencent à prendre conscience que, ok, il y a les boutons L2, R2, tout ça, il y a les joysticks, ben là, ils commencent à manier ça, ils se rendent compte que, ouais, ben en fait, non, je veux les utiliser différemment. Je veux configurer ces boutons-là de façon différente. Ben en fait, dans la vie, c'est la même chose. On a comme des boutons qui sont là en mode automatique, sur lesquels on n'a pas conscience. On n'a pas de conscience encore. Parce que notre conscience, elle est sur autre chose. Quand on prend conscience de ça, on peut le reparamétrer. C'est ce qu'on fait aussi en reprogrammation mentale. Ok? Une fois que vous avez compris ça, déjà là, on commence à aller dans un truc plus stylé. Donc ça, c'était le premier point. J'allais partir sur des exercices. On n'est pas en masterclass. On revient, on est dans un live. Mythe numéro 2. Enfin, vérité numéro 2 sur les traumas. Et le mythe numéro 2, enfin la vérité numéro 2 sur les traumas, c'est que ce que vous recherchez à l'extérieur est souvent enfoui à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous allez le capter. Ce que vous recherchez à l'extérieur, dans votre vie, est souvent enfoui à l'intérieur. Ce que vous recherchez généralement à l'extérieur est souvent enfoui à l'intérieur. Si vous arrivez à capter cette phrase-là, vous allez vous rendre compte, et je vous invite à regarder dans votre vie les fois où vous avez fait ça, vous allez vous rendre compte que c'est oufissime. Ce que vous recherchez souvent à l'extérieur est souvent enfoui à l'intérieur. C'est flou. Pour qui d'autre c'est flou? Là, Nina, elle a dit c'est flou. Merci de le dire, Nina. Ce que vous recherchez à l'extérieur est souvent enfoui à l'intérieur. En gros, notez quelque chose que vous recherchez à l'extérieur. Par exemple, les relations, c'est magnifique parce que c'est un terrain fertile pour du développement personnel et relationnel. Qu'est-ce que vous recherchez généralement? Ok, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui dans votre année 2025 pour vous? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Attendez, on va y aller step by step, parce que là, je commence à aller trop vite. Qu'est-ce que vous voulez intégrer comme comportement dans votre vie pour cette année 2025? Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans vos comportements? Un comportement que vous voulez intégrer aujourd'hui dans vos relations. Qu'est-ce que vous voulez intégrer aujourd'hui dans vos relations à l'heure actuelle là? Qu'est-ce que vous voulez intégrer dans vos relations que vous n'avez pas encore et que vous recherchez à l'extérieur dans un partenaire idéal par exemple, dans un compagnon,
un mari, une femme, la sécurité. Par exemple, Nina nous dit la sécurité. Excellent. Pour les autres, qu'est-ce que vous voulez intégrer dans vos relations aujourd'hui? Oser s'affirmer, le courage, de l'authenticité. Ok. Maintenant, est-ce que vous êtes en capacité de me définir ce que c'est là, ce que vous venez de pointer? Donc, pour Nina, la sécurité. Pour Teranga, conseil, oser s'affirmer. Pour Lamia, le courage. Pour Maïmoun, l'authenticité. Est-ce que vous pouvez le définir en quelques mots? Espacé, oui, ouais, effectivement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, attention, parce qu'il y a des moments où on veut s'éloigner d'un modèle, et en réalité, on ne fait que se rapprocher de ce modèle-là. C'est pour ça que ça dépend, en fait. Ça veut dire que souvent, il y a quelque chose qui n'est pas accueilli, et du coup, ce qu'on évite persiste, et du coup, à un moment donné, on l'attire dans nos vies. En effet, merci pour le rappel. Plus de légèreté, de l'engagement, de la paix, de la loyauté, du respect, de la fidélité. Du coup, dans vos relations, qu'est-ce que vous voulez davantage? D'accord? Et que vous n'avez pas encore. Donc là, certaines personnes ont donné un exemple. Maintenant, est-ce que vous pouvez définir cet exemple, ce mot-là que vous avez défini, en quelques mots? Par exemple, pour moi, la sécurité, c'est X, Y, Z. Ne pas avoir peur d'être jugé. Ok, si on transforme ça de façon positive, qu'est-ce que... Le courage de prendre des décisions et de passer à l'action. D'accord? Me suffire et ne pas chercher à combler ailleurs. Super. Maintenant, je vous pose la question. Maintenant, je vous pose cette question. Ce que vous recherchez à l'extérieur, vous êtes déjà en capacité de vous l'apporter à vous. Ce que vous recherchez à l'extérieur, vous êtes déjà en capacité de vous l'apporter à vous. Parce que vous êtes déjà conscient de ce que c'est. Alors, ça paraît très léger comme ça, très soft, ou peut-être moyen, mais comprenez une chose. Si vous êtes déjà en capacité de le définir, c'est que vous êtes déjà en capacité de vous l'apporter. Par contre, et c'est là où ça devient intéressant, si vous n'êtes pas en capacité de vous l'apporter, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous l'apporter à vous. C'est cette chose-là que vous devez chercher. Et pas le truc d'après. Parce qu'en enlevant ça, vous permettez d'avoir cette chose. Et c'est ça, en fait, le vrai secret. Enfin, en tout cas, un des secrets. Trop faible par ici, je ne suis pas en capacité. C'est une croyance. Enfin, c'est ok, c'est ok. Tu peux sentir que tu n'es pas en capacité. La légèreté, moins juger, se présenter aux autres avec moins de distance. Ok. En fait, ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est que généralement, vous voyez, dans tout ce qui est traumatisme, dans tout ce qui est trauma, en fait, il y a une idée où on va se dire que, en fait, ce trauma fait que on a besoin de quelque chose d'autre à l'extérieur pour le combler. Par exemple, j'ai un trauma avec l'injustice, j'ai besoin de plus de justice dans ma vie, donc j'ai besoin que tout le monde soit juste avec moi. Mais si j'ai cette blessure d'injustice, c'est que j'ai besoin de davantage de justice. Mais je sais ce que c'est que la justice, parce que je sais c'est quoi l'injustice. Si je connais l'injustice, c'est que je sais c'est quoi l'injustice. Je reformule. Si je sais c'est quoi l'injustice, c'est que j'ai déjà conscience de ce que c'est que la justice. Ben, en réalité, je n'ai qu'à m'apporter la justice. J'ai qu'à m'apporter la justice. En fait, c'est bête comme mes pieds, mais en réalité, c'est un truc qu'on oublie très vite. Par exemple, et ça va vous parler à tous. Comment est-ce que vous faites pour savoir que vous voulez manger un plat, votre plat préféré? Comment est-ce que vous faites? C'est quoi les signaux qui vous montrent? Regardez à quel point l'humain, il fait des choses sans s'en rendre compte. C'est quoi qui vous montre, à un moment donné, que vous avez besoin de manger? C'est quoi les premiers signes qui font que vous avez besoin de manger?
Nina, elle a dit trop binaire pour moi. Ouais, mais la réalité, c'est que ton système nerveux, il est binaire, justement. Ton système nerveux est binaire. Enfin, notre système nerveux est binaire. On a deux systèmes nerveux. Le système nerveux est binaire. Et c'est notre perception de ce système nerveux qui font que on voit les choses différemment sous différents angles. Mais c'est OK. C'est OK, c'est OK. Donc, je vous repose la question. Vous voyez, quand on a faim, en plus, vraiment, c'est primitif. Ça veut dire que c'est ancré chez l'humain depuis l'aube du siècle. Qu'est-ce qui nous permet à un moment donné de se dire on a faim, on doit manger telle chose? C'est quoi les signaux? C'est quoi ce facteur qui fait que on décide d'aller manger? On décide de manger? Je trouve ça pas si vrai. Exemple, la loyauté. Être loyal avec soi-même en toutes circonstances. Ne jamais se faire. Pas simple, mais faisable. Pas facile, mais faisable. Mais, alors là, je veux tirer les grands traits. Je pourrais après rentrer plus en profondeur pour vous montrer comment le système nerveux fonctionne, comment le cerveau fonctionne, etc. Mais là, on n'a pas le temps d'aborder les bases, etc. Mais ça fonctionne réellement comme ça. Tout ce qui est au-dessus, qui font qu'on se dit, ouais, mais ça peut pas être aussi simple. Qu'est-ce qui vous dit pas que ce sont des croyances? Je fais de la reprogrammation mentale depuis bientôt plus de 4 ans. Je sais de quoi je parle. Mais, bref, venez en rendez-vous et vous allez voir. Vous allez voir à quel point c'est simple et à quel point ça peut vous aider à changer des choses. Mais tranquille. Et on a le droit de ne pas être OK, c'est OK. Saliver, ventre qui gargouille, ça gargouille, sensation de faim, le ventre. OK. Quand on a faim, on mange. Il y a une citation chez les Américains, en Amérique latine, où on vous dit quand on fait son lit, on se couche. Bon, ça va beaucoup plus loin. Mais en fait, c'est la faim qui nous permet de savoir ce dont on a envie. D'accord? Ça veut dire que dans les traumas, imaginez qu'à la place de la faim, on met le mot trauma. C'est grâce à nos traumas que l'on sait ce dont on a besoin pour nous-mêmes. De la même façon que la faim nous permet de nous rappeler ce dont on a besoin. Et derrière trauma, mettez vraiment le besoin que l'on a besoin vis-à-vis de nous-mêmes. Vous allez comprendre que ça change radicalement la donne. Si à un moment donné, je souffre d'injustice, c'est que c'est la justice que je recherche dans ma vie. Ça veut dire que j'ai besoin d'intégrer davantage de justice dans ma vie vis-à-vis de moi-même. Et c'est pour ça que je vous dis que ce que vous recherchez à l'extérieur est déjà à l'intérieur de vous. C'est parce qu'à un moment donné, cette valeur-là n'est pas mise en lumière dans votre vie. C'est pour ça qu'on ressent ce manque-là. Et en fait, le manque appelle la compétence. Le manque appelle la faim, appelle la nourriture. Si vous comprenez la notion, salut Stella, si vous comprenez la notion de faim et de manger, vous allez comprendre c'est quoi cette notion de trauma et d'apport dans nos vies. Parce qu'en réalité, vous avez votre définition de la justice, j'ai ma définition de la justice, d'autres personnes ont leur vision de la justice, mais ce que vous recherchez à l'extérieur est déjà enfoui en vous. Mais ça n'est pas possible, ça bien entendu, ça n'est pas possible si vous avez comme principe de base qu'il vous manque des choses. Si vous partez du principe qu'il vous manque des choses, c'est que vous partez avec une approche qui vous dit que l'humain est incomplet. Si l'humain est incomplet, c'est que on rentre déjà dans un déni de la nature humaine. Parce que la science, la naturopathie, la médecine, la philosophie, la spiritualité ont déjà montré tout ça. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est pas des idées, c'est pratique, c'est pragmatique. Votre corps, déjà aujourd'hui, a les ressources nécessaires pour se guérir lui-même. Ça, c'est une chose, ça, c'est une vérité que vous entendrez rarement à la télé, parce que ça va tout remettre en question. Mais sachez une chose, c'est que votre corps a déjà les ressources nécessaires pour se guérir. Alors, j'entends des personnes qui vont me dire « Ouais, mais moi j'ai l'endométriose, moi j'ai le cancer, moi j'ai ci, moi j'ai ça. » Si vous voulez comprendre ça, faites des études de naturopathie ou de médecine, vous le comprendrez davantage, mais votre corps a déjà les ressources nécessaires pour guérir. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, en effet, dans l'évolution humaine, vous êtes passé par différents principes, vous avez mangé certains aliments, vous êtes passé par certains médicaments, vous êtes passé par certaines choses qui font que ces choses-là
au lieu de renforcer votre système immunitaire, ça a affaibli votre système immunitaire et les fonctions naturelles de votre corps. Donc, en effet, à un moment donné, on a besoin de prendre davantage de choses pour se sentir mieux et pour se sentir plus en santé. Mais ça, je ferai un live un jour dessus et j'espère que mon compte restera ouvert parce qu'en vrai, là, on risque de démystifier plein de choses de la médecine. J'ai même des amis naturopathes qui pourront aussi vous apporter un complément dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je ne sais pas si vous avez vu là ces dernières années, il y a énormément de vérités qui tombent sur l'industrie pharmaceutique, sur l'industrie de l'alimentation. On vous dit aujourd'hui qu'il y a du mercure dans le thon. Pendant des années, nos parents, ils ont mangé du thon à foison avec du riz, de la sauce tomate, tout ça. C'est en 2024 qu'on nous dit qu'il y a du mercure dedans. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a du mercure dedans. Donc, je vous laisse imaginer les dingueries qui vont arriver sur l'industrie pharmaceutique, sur l'industrie de la santé, sur l'industrie de l'éducation, sur toutes ces industries-là. Et il faut intégrer aussi une chose, en tout cas, je vous invite à intégrer une chose, c'est qu'aujourd'hui, les croyances que l'on avait sur certaines vérités d'avant sont périmées. Elles sont périmé. Si vous pensez aujourd'hui que l'école, c'est ce qui va vous rendre riche et vous permettre d'avoir une vie stable, c'est périmé. Si vous pensez qu'aujourd'hui, tous les médicaments sont là pour vous soigner, c'est périmé. Si vous pensez que toutes les nourritures que vous avez aujourd'hui dans les centres Carrefour, Leclerc, tout ça, c'est là pour vous satisfaire votre faim et pour vous maintenir en bonne santé, c'est encore périmé. Si vous pensez que vous avez besoin de sucre blanc pour vous sentir en énergie, etc., sachez que c'est périmé. Si vous pensez que les boissons, c'est là pour vous apporter un goût stylé, ou que l'alcool, c'est là pour vous désaltérer et tout, sachez que c'est périmé. Si vous pensez qu'aujourd'hui, les cigarettes, si vous pensez aujourd'hui que les cigarettes, c'est là pour vous permettre de vous sentir mieux à un certain moment donné et qu'une cigarette ne va pas vous tuer, c'est périmé depuis trop longtemps. Si vous pensez aujourd'hui qu'il y a certaines autorités qui sont là pour faire attention à ce que vous vous sentez bien, rappelez-vous une chose, ces mêmes personnes autorisent la vente de cigarettes et les cigarettes, malheureusement aujourd'hui, ça fait partie des causes les plus fréquentes de mort dans le monde, tout comme Coca. Qui autorise aujourd'hui la libre circulation et commercialisation de ces choses-là? Vous connaissez déjà leur nom, vous connaissez déjà leur tête. Est-ce qu'ils font attention à votre santé? C'est ça depuis des années et il faut qu'on intègre que aujourd'hui, il y a énormément de vérités qui ne sont plus... En fait, qui sont périmées. Les pâtes, c'est bon pour la santé, machin. Périmé. Le riz blanc, c'est bon pour la santé, ça permet de... Périmé. Il y a plein de choses comme ça qui sont périmées. Mais on est là pour ramener certaines vérités. Et après, on a le droit de les accepter, on a le droit de les refuser. Ça se trouve, ce que je dis là, ça va être périmé dans 3 semaines. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, je fais en sorte de les intégrer dans ma vie du quotidien et de permettre aussi à d'autres personnes de se sentir mieux. Donc, encore une fois, le truc qui est stylé, c'est qu'on fait comme on veut. À la finalité, on fait comme on veut. Ça, c'est stylé par contre. À la fin de ce live, tu fais comme tu veux. Je ne gagne pas de royalties sur ce que tu vas faire. En réalité, ce que tu vas faire n'a pas d'influence sur ma vie directe. Donc, c'est hyper OK. Hyper OK. La seule attente qu'il y a, c'est que tu t'écoutes. C'est juste ça, la seule attente. Quand je dis tu t'écoutes, je parle aux 40 personnes qui sont là. On est d'accord. Donc, ce que tu recherches est déjà enfoui chez toi. Et c'est ça, en fait, c'est ce travail-là qu'on apprend à faire chez les thérapeutes et les psychologues. Donc, ça, c'est OK. Maintenant, on va aller sur la troisième vérité qui est plutôt stylée. La troisième vérité, c'est que alors, il y a une croyance qui est là qui dit que c'est les événements dramatiques qui créent des traumas chez nous, des traumas profonds. Ça, c'est une légende. Je vous dis tout de suite, c'est une légende. On pense que c'est les traumas dramatiques, non, c'est les événements dramatiques qui causent les plus gros traumas. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que sinon, on en aurait conscience depuis longtemps et on aurait changé ça depuis longtemps. Souvent, les blessures les plus invisibles, ce sont les plus profondes. C'est des choses qui ont été faites de façon inconsciente. Ça veut dire qu'on a été influencé ou on a vécu des situations de façon transversale ou de façon inconsciente. Par exemple, là, il y a un couple qui est venu me voir là récemment par rapport à une situation qu'il rencontre et il y a un conflit au milieu du couple. Parce qu'en fait, les deux personnes sont dans une relation où chacun a son prisme de croyance.
Et en réalité, ils ont tous leur notion de l'amour, mais en fait, ils ne se rencontrent pas, ils ne se retrouvent pas dans la définition du couple. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont répété ce problème-là dans leur précédente relation. Et en fait, ils se rendent compte que ça ne finit pas. En réalité, ce qui se passe, c'est que cette peur-là de s'engager, elle vient de quoi? Elle vient des modèles avec lesquels ils ont grandi. Et les modèles avec qui ils ont grandi, ce n'est pas des modèles qui leur disaient « ne te mets pas en couple, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Non, c'est des personnes qui les ont influencés de façon inconsciente dans la vie du quotidien. Et ça a créé chez eux, de façon inconsciente, une vision du couple où couple égale peur de s'engager. Mais ça, c'est une blessure qui est profonde de fou, la peur de l'engagement. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui nous disent « ne vous engagez pas, ne vous engagez pas, ne vous engagez pas ». Non, les parents, c'est les premiers à dire « mariez-vous, mariez-vous ». Donc en réalité, vous vous rendez compte que cette blessure que chacun peut porter à un moment donné a été influencée par quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus invisible, de beaucoup plus inconscient. Ok ? Donc le mythe là qui est là, qui dit que oui, c'est les événements traumatisants, les événements dramatiques, les événements de ouf, catastrophiques qui créent des vrais traumas chez nous, des fois non. La majeure partie des fois non, c'est pour ça. Sinon, vous imaginez, les thérapeutes n'auraient pas de fonction particulière. Il y a des thérapies où on garde les personnes pendant 5 ans, 6 ans pour traiter un sujet hyper deep, qui est des fois transgénérationnel. Donc, rappelez-vous que les tempêtes silencieuses, ça existe. Des fois, vous pouvez être au milieu d'un chaos, vous vous en rendez même pas compte. Jusqu'à ce que... Cling. Est-ce que vous avez capté déjà cette troisième vérité ou pas? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est OK pour vous, la team, ou pas? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer, la team? Let's go, let's go, let's go. On continue. On continue. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous êtes en forme. L'autre vérité, c'est que il y a une croyance qui est là. Il y a une croyance qui est là qui dit que, en réalité, en fait, il y a des événements. En fait, il y a une croyance qui est là qui vous dit que, en fait, un comportement où à un moment donné vous êtes dans la fuite ou dans la lutte, ça révèle un trauma. Une personne qui à un moment donné est dans la lutte ou dans la fuite, ça réveille un trauma. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là. Ouais, la personne est dans la fuite, trauma. La personne, elle est dans la lutte, trauma. La personne, elle a réagi comme ça, trauma. Croyance, ça c'est clairement une croyance. Clairement une croyance. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'aider alors, Amara Fitness, est-ce que tu peux reformuler ta question pour qu'on puisse tous la comprendre? Bref. Tous les événements qui activent la réaction ou la fuite sont des traumas. Faux. Ça, c'est faux. Rappelez-vous le stress. Vous voyez le stress. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les événements vont activer un ressenti chez vous. Un ressenti positif, moins positif. OK? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, ça fait partie du jeu. Le stress ne veut pas forcément dire qu'il y a un trauma. Non. Le stress ne veut pas forcément dire qu'il y a un trauma. D'accord? Qu'on soit bien d'accord, on est tous sujets au stress. Nous sommes tous et toutes sujets au stress. Par contre, le stress, c'est un message. Le stress, c'est un message. Mais ce message-là, on doit l'écouter, mais on ne doit pas s'attacher à ça. Vous voyez les personnes qui stressent. Indirectement, elles sont attachées au stress. Mais elles ne comprennent pas l'utilité, l'importance du stress. C'est comme la peur. Vous voyez, généralement, on dit que la peur, on aimerait ne plus avoir peur, etc.
J'avais pas ce discours-là il y a quelques années, mais je peux vous le dire en conscience aujourd'hui. Heureusement qu'on a peur. Si on n'était pas en capacité de ressentir la peur, on vivrait pas plus de 20 minutes. Pas plus de 20 minutes. Pas plus de 20 minutes. J'aurais même dû vous poser la question. Pour vous, est-ce que ça fait sens que c'est important de ressentir de la peur? Est-ce que vous êtes OK avec le fait que la peur, et Vinja elle dit la peur nous maintient en vie. Mais est-ce que ça fait sens pour vous si on dit que alors moi à l'époque j'étais en mode moi je vais avoir zéro peur. Moi je vais être la team zéro peur. Heureusement j'ai grandi hein. Heureusement j'ai grandi. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité. Heureusement j'ai grandi. En fait, si on n'était pas en capacité d'exprimer de ressentir la peur, imaginez juste, hein, vous êtes sur le périph', sur la A20, en Île-de-France, ou sur la A6, et vous décidez de traverser comme ça. Vous décidez de traverser. Et vous traversez tranquille. Et vous ressentez aucune peur. Je vous donne 77 secondes grand max. Maintenant, il faut apprendre à danser avec la peur. Ça, c'est différent. Apprendre à danser avec la peur. Parce que la peur, comme vous l'avez très bien dit dans le chat, c'est un signal, c'est un alerte, c'est un maintien en vie. Ouais. Il faut apprendre à danser avec la peur. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et de voir ce que la peur vient nous rappeler. Ok, je risque de me faire écraser à un moment donné. Ok, ça risque de mal tourner si je ne fais pas attention. Ok, là, on écoute la peur. Mais s'il n'y avait pas cette case-là de peur, comment est-ce qu'on pourrait exprimer l'amour? C'est compliqué. Est-ce que quelqu'un peut t'aider alors qu'il ne t'aime pas? Il faut clarifier ce que c'est que l'aide et c'est quoi ne pas aimer. Parce qu'en réalité, l'aide, elle vient du cœur. Si maintenant la personne elle ne t'aime pas, c'est que c'est pas une aide. Hein. Ça, c'est ma lecture de la chose. Hein. Par contre, en fait, la question que tu pourrais poser derrière, c'est est-ce que tu peux aider ton ennemi? Là, la question, elle est stylée. Est-ce que tu seras en capacité d'aider ton ennemi? Ça, ce sera le sujet peut-être d'un autre live. On verra. Bonsoir Evan Travel, j'espère que tu vas bien. Donc l'idée par rapport à la peur et aussi par rapport à ces événements-là qu'on peut dire, ouais, il y a eu un trauma à cause de cet événement, rappelez-vous de ne jamais confondre un éclair et une tempête. Ne confondez jamais l'éclair et la tempête. Un éclair, c'est succinct, c'est bam, d'un coup. Ok? La tempête, elle peut durer des années. Hein. La tempête, elle peut durer je ne sais pas combien de temps. Et la tempête, en fait, elle peut durer tellement longtemps qu'à un moment donné, on peut ne pas s'en rendre compte. Donc rappelez-vous de faire la distinction entre un éclair et une tempête. L'éclair, c'est clac! Ça illumine à un moment donné, on pointe son regard vers quelque chose, c'est ok. La tempête, elle peut durer. Hein. Elle peut durer. Et elle peut durer longtemps si à un moment donné, là, on ne trouve pas de refuge. Et c'est ça qui est ouf. Mais on avance sur le 5e point. 5e point, let's go. On est ok là déjà pour ça ou pas? Est-ce qu'on est ok déjà pour ça? Salut Lazy. Est-ce qu'on est ok déjà pour ça? Est-ce qu'on peut passer au 5e point la team? Est-ce qu'on peut passer au 5e point? Amara Fitness, je suis désolé, je réponds pas à ta question parce que c'est pas dans le... C'est pas en lien avec le sujet. Comment Léa, nous on est ensemble, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on est ok pour passer au 5e point? Superbe, passons au 5e point. Cinquième point, c'est que on pense souvent, alors ça c'est une croyance collective, hein. On pense souvent que les violences psychologiques sont moins graves que les violences physiques et que les violences physiques sont plus graves que les violences psychologiques. Lionel, je t'ai vu. Ça c'est une croyance, mais qui est périmée. Vous savez qu'une violence psychologique
peut être 1000 fois plus grave qu'une violence physique. 1000 fois plus grave qu'une violence physique. Une violence physique, alors toutes les violences physiques ne se valent pas, mais il y a des violences physiques qu'on peut traiter là. Ça veut dire on va les traiter là, ok. On met quelque chose là, vas-y tranquille. On met ce qu'on appelle un sparadrap ou une pommade, une crème, c'est ok. Une violence psychologique, elle peut rester dans ton cerveau jusqu'à la fin de ta vie. Lionel, j'espère qu'on se voit bientôt. Plus visible, pas plus grave. Ouais, exactement. Et en fait, il y a des blessures qui sont en lien avec l'âme qui peuvent gâter toute une existence. Toute une existence. Imagine une violence simple. Parce que des fois, il y a des personnes qui disent « Ouais, les violences physiques, c'est chaud. » Mais est-ce que vous connaissez les violences psychologiques? Ça, c'est chaud. Hein. Une croyance. Vous voyez, des fois, on parle des affirmations positives. On parle de affirmations positives, comment on appelle ça là? I will. Ouais, tous ces trucs-là qu'on dit le matin, les mantras du matin, etc. Est-ce que vous avez déjà vu ce que ça crée une croyance négative dans la vie d'une personne? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vous imaginez ça? Mais non. C'est oufissime. C'est oufissime. Exemple, l'esclavage, et Vingel, elle tape dedans. Il y a des croyances que l'on garde, que l'on maintient dans notre vie, qui sont périmées et qui font qu'on adopte certains comportements toute une vie, alors que la solution, elle est déjà disponible depuis des années. Je vous donne un exemple. Hein. Et encore une fois, je vais donner des exemples. Je ne vise personne. Je regarde simplement ce qui se passe dans la sphère en général, dans tout ce qui est coaching, accompagnement. Mais regardez aujourd'hui les problèmes que l'on traîne. Et je m'inclus dedans aussi. Problème de confiance en soi. On pense que le manque de confiance, c'est quelque chose de légitime aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a le luxe de se dire « Ouais, j'ai des soucis de confiance en moi ». C'est un luxe de dire ça. Alors que les solutions, elles existent depuis des années. Mais on a quand même le luxe de dire « J'ai des soucis de confiance en moi ». J'ai des soucis de... À quoi on appelle ça là? J'ai un problème au genou. Par exemple, j'ai un problème au genou. Ouais, j'ai un problème au genou. Ouais. J'ai un problème au genou, ça fait je sais pas combien d'années, machin. Il y a des personnes qui s'offrent le luxe de ne jamais aller voir un médecin. Un médecin qualifié. Pas le médecin de la rue d'en face. Un médecin qualifié. Et elles habitent en Occident. Si vous habitiez à Gaza, bref. Il y a des personnes qui se permettent de se dire « Ouais, moi j'ai un problème. » Ça veut dire que, en fait, je suis addict. Ouais, j'ai des soucis de cigarettes, j'ai des soucis d'alcool, j'ai des soucis de tout ça. Elles ont des dépendances. Alors que les solutions, elles existent depuis des années. Il y a combien de personnes qui sont là pour vous aider à vous délivrer de certaines... Il y a combien de professionnels qui sont là pour vous aider de sortir de certaines addictions? Il y en a pléthore. Il y en a pléthore. Il y en a pléthore. Alors, je ne dis pas que ça se fait en 5 minutes. Je vous dis juste que les solutions, elles sont là. Il y a des personnes qui ont le luxe de se dire « Ouais, mais ça, c'est des croyances qu'on a, en fait, c'est des comportements qu'on a vis-à-vis de l'esclavage, de la Shoah, de la guerre 14-18, de tout ça. » Mais il y a des professionnels qui sont là pour vous aider à vous débarrasser de ça depuis longtemps. Il y a des personnes qui pensent que c'est encore OK de garder des croyances périmées comme ça. Et je parle aussi pour moi. Je vise personne. Je parle en premier pour moi. Parce que moi-même, j'étais dans ce qu'on appelle l'ignorance. Il y a des personnes qui pensent que c'est compliqué. Ah, vous voyez, par exemple, une croyance. Et je pense que peut-être on en parlera avec le podcast que je tourne avec Evingel et avec le plug, qui s'appelle En mode avion, que je vous recommande d'aller suivre. Donc le podcast s'appelle En mode avion, ça sort le 14 février. Et une croyance que l'on a, c'est que entretenir un mariage, c'est compliqué. Mais vous savez, il y a combien il y a combien de couples qui ont dépassé les 50 ans de mariage? Il y en a énormément, il y en a pléthore. Et on pense aujourd'hui que se mettre en relation, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, tu sais, faire 2 ans déjà avec quelqu'un, c'est long. Faire 5 ans, c'est oufissime. Mais regarde pas ceux qui font 2 ans ou 3 ans. Regarde ceux qui ont fait 50 ans. Merci Vingel, le podcast En mode avion podcast. Regarde ceux qui ont fait 50 ans de mariage. Si tu ne sais pas où ils sont, demande, fais des recherches. D'accord?
Et c'est pas parce que tu as cherché une fois que ça marche pas. J'ai trouvé un couple qui a plus de 42 ans de mariage. Je les ai pas trouvés en 3 jours. Je les ai trouvés en, je sais pas, peut-être 3 semaines. Ok, bon, 3 semaines de recherche. Mais on les a trouvés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les solutions, elles existent. Mais elles n'existent pas dans ta vie si toi-même, tu n'es pas conscient qu'elles existent à un moment donné. Que ces solutions sont des potentiels. Et ça, c'est chaud. Avoir une croyance périmée sur un sujet, ça peut tuer ta vie. Et il est même probable que le problème que tu entretiens dans ta vie depuis plusieurs années, il peut se résoudre comme ça. C'est juste que, vu que tu as gardé la croyance des années 64, ou tu as gardé une croyance des années 30, pour toi, c'est impossible. C'est impossible. Vous savez que dans les années 30, c'était impossible de parler à un ordinateur. Il y a des personnes sur la Terre qui se disent c'est impossible de parler à un ordinateur. Ça existe aujourd'hui. Ça reste une minorité, mais ça existe. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous rappeler que les croyances que vous avez sur les traumas qui ne peuvent pas se résoudre, rappelez-vous que ce sont des croyances qui sont périmées. Je reformule. Si tu penses qu'à un moment donné, il y a des croyances qui sont là chez toi qui te disent que tu ne peux pas résoudre un problème que tu as dans ta vie, sache que c'est une croyance qui est périmée. Parce qu'aujourd'hui, on peut quasiment tout résoudre. Et si on peut résoudre le cancer, crois-moi qu'on pourra en résoudre des choses. Parce que le cancer se guérit contrairement à ce que certaines personnes vous disent. Je ne vais pas entrer dans les sujets un peu compliqués, parce que quand même, il y a des personnes qui vont penser qu'on est en train de faire un complot. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'on a constaté. On entretient un mariage comme on entretient son corps. Ouais, par exemple. Vous voyez le bourrelet, par exemple. Oui. Moi, j'ai chopé un bourrelet, là. Et oui, parce que j'ai fait moins de sport, j'ai diminué ma cadence de sport, j'ai chopé un petit bourrelet. Est-ce que ça veut dire que le petit bourrelet il va rester là ad vitam aeternam? Bien sûr que non. Qu'est-ce que je fais? Je regarde les personnes qui sont experts pour faire disparaître les bourrelets. Sans opération, avec des méthodes naturelles efficaces. Simple. Alors oui, ça va demander de l'effort, mais qu'est-ce qui ne demande pas de l'effort aujourd'hui? À part respirer et kiffer. Et même respirer, kiffer, ça demande un effort. L'effort de laisser couler la chose. Donc rappelez-vous, en fait, le point numéro 5, c'est vraiment se rappeler que les violences psychologiques, elles peuvent être plus dévastatrices que les violences physiques, clairement. Elles peuvent, encore une fois. Un couple de 29 ans de mariage, un mari infidèle, une épouse fidèle qui meurt dans la cinquantaine pour avoir refusé une opération à cœur ouvert. Par exemple. Comme diraient certains, la vie, Evinja l'a dit, la vie est un effort. Je dirais même que la vie aime l'effort. Et aime l'effort en deux versions. La vie aime l'effort. Et la vie aime l'effort, l'effort. Parce que c'est réel. C'est réel. C'est réel. Et être fort, c'est pas une question de biscotto, c'est une question de grandeur d'âme. À mon sens. Je peux me tromper, on reste tranquille. On reste tranquille. On reste tranquille. Restons tranquilles. Mais ouais, être fort, pour moi, c'est une question de grandeur d'âme. Clairement. Clairement. Est-ce qu'on peut passer au point 6? 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 Est-ce qu'on peut passer au point... J'allais dire 6, mais c'était 6. Est-ce qu'on peut passer au point 6? Let's go, on passe au point 6. Alors, le point 6. Le point 6, comment est-ce que je vais vous l'apporter celui-là? Le point 6. Comment est-ce que je vais le porter celui-là? Ok. Oh, c'est cool. Vous êtes chaud dans les commentaires. Let's go. Donc,
Au niveau du processus, donc là déjà on a vu que la violence psychologique peut avoir un impact beaucoup plus important que la violence psychologique peut avoir plus de dégâts que la violence physique. Ça, c'est ok. Maintenant, quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment vous sensibiliser, c'est votre parole. Alors, il y a des personnes qui pensent que, ouais, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. À la base, je voulais dire ça, mais j'utilise un autre mot. Le pouvoir de votre parole va donner vie à ce que vous allez vivre à l'intérieur de vous. Je répète, le pouvoir de votre parole ne va pas simplement donner vie à votre réalité, mais va aussi donner vie à ce que vous expérimentez à l'intérieur de vous. Et c'est là où ça devient subtil. Déjà, il y a une question d'alignement. Une question d'alignement, ça veut dire quoi? Être en capacité d'être en vérité. Être en capacité d'être en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une parole qui est alignée à ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Ça, c'est un exo. Soyons clairs, en 2025, c'est un exo. Il y a des personnes qui vont dire, mais non, ça c'est facile, je le fais tout le temps. Non, je parle de verbaliser ce qu'on ressent. Je parle de mettre des mots sur ce qu'on ressent, des mots justes, d'avoir une parole juste, d'avoir une parole éclairée, éveillée, et de ne pas être dans l'abus, le jugement, la projection, etc. Si je me sens mal, être en capacité de dire, je me sens mal. Là, je me sens mal, je sens que, ouais, au niveau de mon bassin, ça va pas trop, là, j'ai besoin de ta. Et en fait, le traumatisme, en fait, il vit aussi à travers notre verbe. Le traumatisme vit aussi à travers notre verbe. Et des fois, le trauma, il est passé depuis longtemps, mais on le retient avec notre parole. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et là, je suis en train de me poser... Bref, je vous poserai peut-être la question dans un prochain live, mais je vous pose vraiment la question pour l'année 2 de l'académie, où je me dis, est-ce qu'on va pas vraiment faire un focus sur le pouvoir de la parole? Parce que ça a un impact tellement puissant qu'en fait, une parole peut guérir. Je ne sais pas si vous imaginez ça. La parole peut guérir. Bon, moi, par exemple, je suis originaire des Comores de la Tanzanie. Dans ma famille, d'accord, il y a des personnes qui guérissaient avec la parole. Il y a des personnes qu'on accompagnait dans la guérison. Et en fait, on les accompagnait tout simplement à réaligner leur verbe avec ce qu'ils vivaient. Ça veut dire sortir du mensonge. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le mensonge, c'est pas juste mentir à quelqu'un. Mentir, c'est... Ouais, le mensonge, c'est pas dire le contraire de la vérité. Le mensonge, c'est surtout mettre de la confusion dans sa réalité. C'est pour ça qu'en fait, le mensonge, certains disent que c'est péché. C'est parce qu'en fait, vous êtes en train de brouiller les pistes vers ce que vous voulez quand vous mentez. Enfin, quand on ment. Et en fait, le pouvoir de la parole a un impact tellement puissant. Regardez, les lobbies de communication. C'est des personnes qui utilisent votre visualisation, votre parole, pour vous envoyer là où ils veulent. Et grâce aux mots qu'ils choisissent, ils peuvent faire en sorte que vous sentiez bien ou moins bien. Et on parle juste de communication. Aujourd'hui, si vous regardez BFM TV H24 et que vous regardez CNews H24, oui, je sors des blazes, je vous le dis, vous pouvez tomber malade. Mais clairement, ça veut dire que là, vous tombez malade, vous faites une syncope, vous allez à Sainte-Anne ou Saint-Marc. Bref, vous pétez un plomb. D'ailleurs, je vous pose la question, pour ceux qui regardent les informations, ou que ceux qui ont déjà regardé les informations, comment vous vous sentez après une semaine d'informations à la volée? Comment vous vous sentez? Moi, je vous le dis, diarrhée. Direct, diarrhée. Diarrhée, mal de tête, diarrhée. Les gars m'ont pas touché. Les gars sont pas venus chez moi. Les gars ne m'ont rien fait ingurgiter, mais je me sens mal. Vous, comment vous vous sentez après ça? Comment vous sentez avant ça? Et en fait, il y a une phrase qui me vient et je vous la partage. En fait, mentir, c'est la meilleure façon de brouiller les pistes vers son destin. C'est stylé, ça. Mentir, c'est la meilleure façon de brouiller les pistes vers son destin. Et c'est réel. Et je dirais même sa destinée. Bref, on revient. Je ne regarde plus les infos. Stella, elle a dit, je nettoie tout mon environnement. Je ne regarde plus les informations. On peut devenir raciste tout en étant noir à force de regarder BFM. Ça c'est réel. Juste 1 heure, c'est angoissant. À la limite de la dépression. De fou. De fou. De fou. Je donne un exemple.
Là, je ne sais pas si... Pour vous dire à quel point c'est fort. Là, actuellement, il y a un parti politique, je ne citerai pas son nom, mais qui sont très forts dans la communication. Et il y a la femme d'un de ses représentants politiques qui maîtrise terriblement bien son verbe. Au point que j'ai même un contact à moi qui a partagé une de ses vidéos et il ne savait pas qui était la personne qui prenait la parole. Je ne vais pas dire le nom de la personne, au cas où. Je ne vais pas dire non plus quel est le parti, mais son conjoint, ou autrement dit, la personne avec qui elle est en d'après les rumeurs, son nom rime avec Zemmour. Mais je vous dis pas c'est qui. Et en fait, ce qui se passe, à un moment donné, c'est que cette personne-là maîtrise tellement bien son verbe que vous-même, vous êtes là, vous dites, mais je suis grave d'accord avec elle, mais elle a grave raison. Mais on oublie ce qu'il y a derrière. Pour vous dire à quel point la communication, c'est extrêmement sensible, c'est fort. Mais les premiers à devoir maîtriser le pouvoir de la parole, du verbe, c'est nous-mêmes. Moi, par exemple, dans ma culture, on nous rappelle que la première forme de souillure d'une personne, c'est son verbe. C'est-à-dire que la meilleure façon de te salir, déjà, c'est d'avoir des propos abusés. Des propos dénués de la réalité, de ce que tu vis, etc. La première forme de souillure, c'est ça. Parce que les gens ne savent pas, c'est que vous pouvez vous hypnotiser juste en racontant des mensonges. Vous voyez, les mythomanes, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Parce qu'elles ont tellement adopté le mensonge dans leur verbe qu'à un moment donné, déconditionner ça, c'est compliqué. Et en fait, le verbe peut vous guérir. À votre avis, comment un thérapeute fait pour guérir une personne? Il ne lui demande pas de prendre des médicaments. Juste, il l'accompagne avec une méthode structurée et un verbe structuré. Non, c'est pas ça. C'est une autre personne. Mais vraiment, la personne maîtrise tellement bien son verbe, c'est relou. C'est une personne qui doit avoir entre 20 et 30 ans. Avec des propos structurés, une logique est très forte. Moi, je la trouve personnellement très forte. Mais elle est tellement forte que si tu prends pas de recul avec ce qu'elle dit et tu regardes pas le contexte, tu te dis mais je vais voter pour elle. C'est pas facile. C'est simple mais pas facile. C'est simple mais pas facile. Tout est fait pour nous diviser. Franchement, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous diviser. Hein. Mais comme j'aime dire, si certaines personnes veulent nous diviser, c'est parce qu'ils savent que unis, on est plus fort qu'eux. Sinon, ils chercheraient pas à faire ça. Donc on est d'accord, les informations. Donc sixième chose, c'est que votre traumatisme peut vivre à travers votre verbe. Votre traumatisme peut vivre à travers votre verbe. Vous savez que juste se lever tous les matins et vous dire cette journée va être exceptionnelle, va être excellente, se lever tous les matins en disant ça, ça peut changer radicalement votre vie. Mais je vous le dis honnêtement, se lever tous les matins en ayant en première parole, cette journée va être exceptionnelle, je vais kiffer, ça peut changer radicalement vos journées. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça dépend de où est-ce que vous partez. Qu'on soit bien d'accord, je suis pas en train de vous vendre du rêve. Mais ça peut radicalement reprogrammer votre vision de ce qui va se passer prochainement. Donc oui, ça fonctionne. On peut passer au septième point. Septième et dernier point. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes en paix, en santé et que vous êtes en énergie, c'est important. Est-ce qu'on peut passer au septième point, la team? Parce que l'idée, c'est de clarifier ce sujet des traumas pour nos relations. Encore une fois, pour avoir des relations plus stables, plus épanouies, Parce que je reste persuadé que si on arrive à être bien nous-mêmes là où on sera encore meilleur pour l'autre. C'est ce qu'on appelle de l'écologie émotionnelle. On sera meilleur pour l'autre et on va pouvoir kiffer. Sans chercher à se marcher dessus, sans chercher à dire « Ah, tu m'as blessé, je t'ai blessé, on s'est blessé. » Non, venez juste, on kiffe. Après, venez, on s'embrouille pour des histoires à 1 million, des histoires où on peut avoir un impact sur tout un continent. Venez, là, on peut se chamailler. Parce que là, il y a de l'enjeu, ça devient corsé. On passe au septième point. Le septième point, c'est le septième point, ça va être sur le pouvoir de la résilience. Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose Pour moi, la résilience, c'est vraiment quelque chose qu'on néglige beaucoup.
La résilience. C'est quoi pour vous la résilience? Juste pour qu'on voit à peu près, c'est quoi nos définitions communes de la résilience? C'est quoi pour vous la résilience? Qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est quoi pour vous la résilience? Y aura-t-il un replay? Tu es dans l'académie, tu auras le replay Stella, ne t'en fais pas. Il faut juste que j'arrive à le télécharger de là où je suis. Et après, je vous le balance. Mais oui, il y aura un replay. Il y aura un replay. Il y aura un replay sur Instagram, sur 24 heures. Et il y aura le replay en audio sur Telegram. Accepter les choses telles qu'elles sont, par exemple. Accepter de continuer à avancer. OK. C'est quoi votre définition de la résilience? Par exemple, chez nous, aux Comores, on a la réputation d'être très résilient. Voire des fois trop résilient. Mais Comoriens, vous savez de quoi je parle. Des fois, on est trop résilient. On ne veut pas changer. On veut garder des choses qui ne fonctionnent plus. Ne pas rester sur ce qui ne va pas, tomber, mais se relever. Par exemple, continuer à avancer malgré tout. Ouais, par exemple, pour moi, dans la notion de résilience, il y a un... Colmer là, on se comprend. Pour moi, dans la notion de résilience, il y a quelque chose qui est fondamental et qui est important à se rappeler. Savoir rebondir face au changement, face au challenge de la vie, création d'une force intérieure suite à une épreuve, okay, capacité à se relever d'un trauma, super. La résilience politique, c'est vivre avec des traumatismes tout en restant de compter, continuer à vivre, avancer avec gratitude, par exemple. Ismaël Verdol, j'espère que tu vas bien, Big Boss. Big Boss. Donc, en fait, dans cette fameuse question de la résilience, il y a une notion sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la capacité à transformer une épreuve, ou plutôt une douleur en une force intérieure. Ça, c'est un rappel qu'on m'a fait récemment, que j'avais déjà intégré en fait dans les enseignements que je dispense. C'est cette capacité à transformer une douleur en une force intérieure. Parce que dans cette fameuse phase de résilience, rappelez-vous qu'il y a deux types de résilience. Il y a la résilience V1, la résilience V2. La résilience V1, en fait, j'avance malgré les difficultés, mais je suis dans le déni de ce qui ne va pas. Dans la résilience V2, j'avance avec la claire conscience de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, et je décide de faire en sorte à ce que les épreuves et les douleurs que je vis deviennent des leviers ou une force intérieure à un moment donné. Et en fait, vous voyez, dans la résilience, on peut tomber dans le côté V1 et le côté V2. D'accord ? Le côté V1, c'est le côté qui n'est pas aligné. Le côté V2, c'est le côté purement aligné. D'accord ? Et en fait, dans la résilience, il y a une notion qui est importante, c'est de transformer, de transformer ou de transmuter la douleur en quelque chose qui va devenir un levier pour vous. Quand tu as les deux, capacité d'affronter, surmonter des épreuves traumatiques. Capacité de surmonter... Ouais, yes. Après, j'ai pas compris le quand tu as les deux. Mr. Crunchy Black, j'espère que tu vas bien, Big Boss. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans le pouvoir de la résilience, c'est ça. C'est cette capacité de transformer les épreuves en levier ou en force intérieure pour être en capacité d'améliorer le niveau d'après. En fait, Crunchy Black, ouais, dans le niveau V1, en fait, il y a un déni. Un déni de ce qui ne va pas. Quand je parle de déni, c'est une forme de mensonge vis-à-vis de soi. C'est en mode, non, ça n'existe pas. En fait, tout va bien dans le plus beau des mondes, etc. Tu sais, c'est un peu c'est pas la pilule bleue, mais ça se rapproche. C'est en mode, on n'accepte pas les axes d'amélioration. D'accord ? Et on est dans quelque chose de totalement... On fabule un peu. Mais si tu peux pas être dans le 1 et le 2, en vrai. Parce que c'est deux niveaux d'énergie totalement différents. Le deuxième a beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de... Et en fait, vous voyez, dans cette fameuse notion-là de résilience, en fait, il y a des points il y a 3 points qu'on peut citer. Déjà, dans un premier temps, c'est comprendre que l'épreuve, elle n'est pas là pour nous rappeler que les choses ne fonctionnent pas. L'épreuve, elle est là pour nous rappeler... J'arrive. L'épreuve, elle n'est pas là pour nous rappeler que les choses ne fonctionnent pas. L'épreuve, elle est là pour nous rappeler ce qu'on doit travailler pour atteindre le niveau d'après.
Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aime penser. Dès que je rencontre une dinguerie, c'est pas parce qu'en fait, le truc ne marche pas ou que je dois abandonner ou que je dois X, Y chose. Non, c'est que l'épreuve, elle est là pour manifester quelque chose chez moi qui va me permettre d'être meilleur au niveau 2. Là, je suis au niveau 1. Je vais rencontrer des conflits pour être meilleur au niveau 2. Parce que tu peux pas passer du CE1 au CE2 si tu n'as pas acquis les bases du CE1. Et à un moment donné, renforcer ces bases, ça va te permettre d'être meilleur après. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, dans ce fameux pouvoir de la résilience, si tu es OK avec ça, n'hésite pas à mettre un OK ou un twice ou un this dans les commentaires. Ça me permettra de savoir qu'on est aligné là sur ce que je suis en train de dire. Et dans cette notion de résilience, ce qui est hyper stylé, c'est que la douleur, tu n'as plus le goût de la douleur en fait. De la douleur par rapport à ça. Kachupina, la mif, j'espère que tu vas bien. Je suis où? Je suis là-bas. Je suis en Guadeloupe là. Je suis arrivé là en début de semaine. On est d'accord. Donc, vraiment comprendre que ce que tu manifestes, c'est pas forcément une épreuve douloureuse ou autre. C'est ce qui va te permettre d'être meilleur pour le niveau d'après. Ok, tu veux être très bon en couple? Tu commences. Tu veux être bon en couple? Ok, casse-toi la figure en tant que célibataire. Vraiment. Tu veux être bon en couple? Casse-toi la figure en tant que célibataire. Ah ouais, tu peux pas être un mauvais célibataire et être bon en couple. Sois un bon célibataire, et après sois bon en couple. Ça, c'est un truc qu'on devrait mettre d'ailleurs en mode avion podcast. Parce qu'il y a des gens, c'est des mauvais célibataires et ils pensent qu'ils vont être bons en couple. Aïe! En tant que célibataire, tu fais des catastrophes. Ça marche pas comme ça. Je divorce, j'étais dans un déni total, je le sais encore, mais cette douleur me rend plus fort car j'ai pu construire avec elle. Ouais, c'est ok. C'est ok. En fait, quand tu blagues, dans ce que tu dis, il y a différents dossiers. Dans le dossier en question, en effet, ça t'a servi pour autre chose. C'est ok. Maintenant, ce déni-là, il était là sur un sujet. Et dans ce sujet-là, justement, il y avait des choses qui n'étaient pas ok. Et c'est dans ce dossier-là que c'est important. Maintenant, là, tu es dans une notion de couple, de quelque chose de plus grand. Donc, en effet, ça va influencer certains dossiers. Ça, c'est ok. Hein. Ça, c'est ok. C'est hyper ok. Pardon, je ne faisais que passer. Donc, une fois que ça, c'est ok, c'est comprendre en fait que, vous voyez, la douleur, et ça, c'est un de mes mentors qui me le rappelait. En fait, la douleur, enfin, un de mes mentors, c'est ma mère surtout qui me le rappelait. En mode avion podcast, on est ensemble. C'est quoi un mauvais célibataire? Oh, on fera un live dessus peut-être dans pas longtemps là. Il y a un live avec en mode avion podcast. N'hésitez pas à aller follow. C'est le podcast que j'anime avec Evingel et avec le plug. On a préparé un truc pour vous pour le 14 février. N'hésitez pas à aller follow. C'est même pas n'hésitez pas. Allez follow seulement en mode avion podcast. En fait, ce que me rappelle ma mère, ce que me rappelait aussi un de mes mentors, c'est que la douleur, en réalité, c'est comme un feu purificateur. Parce qu'en réalité, dans cette notion de résilience, vous voyez, il y a une douleur à un moment donné qui est là. En fait, cette douleur-là, elle est là pour dissiper toutes les illusions qu'on a par rapport à ce qu'on se faisait dans la tête. Et j'avoue, le fait de voir ça comme un feu qui est là pour purifier, vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un chantier. Vous êtes dans un chantier. Et à un moment donné, dans ce chantier-là, il y a des illusions qui sont là. Il y a des choses qu'on pense. Et des fois qui n'existent pas. La douleur, à un moment donné, elle va permettre d'embraser tout ça et de regarder ce qui se passe réellement. C'est quoi la réalité du game? Et en fait, quelque part, en fait, la douleur, elle est là pour nous révéler ce qui est vraiment. Ce qui est vraiment et réellement. D'accord? Et ça permet aussi de révéler notre authenticité. C'est pour ça qu'en réalité, la douleur qu'on veut, elle est inévitable, en fait, à un certain niveau. La douleur, elle est inévitable. Live mardi 11 à 21h. N'hésitez pas à regarder là. On va être en live en mode avion. Donc, et c'est ça en fait qui est stylé dans la résilience. Et il y a une troisième notion en fait dans la résilience qui est stylée, c'est la notion en fait de transformation. En fait, la transformation dans la résilience, elle n'est possible que dès lors qu'on accepte la réalité. Non, je reformule. Dans la résilience, en fait, la transformation, elle est possible uniquement
uniquement à partir du moment qu'on accepte ce qu'on veut, qu'on accepte d'être ce qu'on veut. Et c'est là où c'est stylé. Et c'est là où c'est stylé. Parce qu'en fait, tant que tu n'acceptes pas, tu restes comme tu étais avant. Dès lors que tu acceptes, c'est OK. En fait, plus tu vas rejeter la douleur, plus tu vas renforcer la carapace que tu as. Et ça, c'est relou. Plus tu vas refuser cette douleur, plus tu vas renforcer la carapace du rejet. Et ça, c'est relou. Par contre, dès que tu acceptes, tu ouvres la voie au reste. Tu ouvres la voie au niveau d'après. Et ça, vous voyez, c'est tellement psychologique, c'est tellement métaphysique qu'à un moment donné, l'expliquer de façon concrète, pragmatique, c'est compliqué. On peut même l'expliquer, on peut éventuellement l'expliquer sur un niveau énergétique. Qu'en fait, refuser la douleur d'une épreuve, c'est une chose. Mais plus tu vas refuser cette douleur, plus tu vas être dans le rejet de cette douleur-là, qui va te permettre d'atteindre le prochain niveau, plus tu vas t'éloigner de ce que tu veux réellement. C'est pour ça que la notion de douleur, c'est important de l'intégrer et d'avoir une définition mature de ça pour pouvoir aller vers ce qu'on veut réellement. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est d'accepter la douleur de l'épreuve ou de l'enseignement de celle-ci. Ouais, exactement. Exactement. Parce qu'en réalité, si tu veux, la douleur, c'est l'épreuve par laquelle tu passes. Tu vois, tu peux pas passer du CP au CE1, du CE1 au CE2 sans passer les examens, sans passer les épreuves. C'est comme si tu dis, oh, je vais faire ma scolarité, je vais passer aucun examen. Mais tu es obligé de passer les examens. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'ordre des choses. Comme l'évolution d'un homme. Une personne ne peut pas avancer dans la vie sans épreuves. Parce que c'est les épreuves qui te renforcent et qui te permettent de révéler qui tu es et de bâtir aussi une certaine confiance en soi. Par exemple, la meilleure façon de ne pas avoir confiance en soi, c'est d'éviter toutes les épreuves du monde. Et ça, je pense, bon, j'ai fait un certain travail dessus. Je n'irais pas dire que j'ai 100% confiance en moi parce que je pense que je peux m'améliorer. Mais je sais une chose, la meilleure façon de ne pas avoir confiance en soi, c'est de refuser toutes les épreuves que la vie nous met sur notre chemin. Et je sais que les personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, c'est des personnes qui évitent la douleur et qui évitent les épreuves. Je le sais, moi-même je l'ai fait. Un expert dans ça. Éviter les épreuves. Ah! On pouvait m'appeler Iverson, je mettais des crosses aux épreuves. Mais quoi qu'il arrive, il y a un moment donné où la vie, elle te dit, hey, that's the time, that's the point, let's go. On fait comment? Et à un moment donné, tu ne peux plus fuir. Mais, et je dis ça vraiment avec beaucoup de bienveillance, les personnes qui ont des soucis de confiance en elles, est-ce qu'on est d'accord? Et vous inquiétez pas, moi j'étais dans cette team-là de fous. Quand on manque de confiance en soi, on évite la douleur, on évite les épreuves. C'est réel. C'est réel. Alors il y a d'autres façons de ne pas avoir confiance en soi. Hein. Mais moi je vous dis, la meilleure façon d'avoir un niveau de confiance en soi très bas, limite de ne pas en avoir, c'est d'éviter la douleur, éviter les épreuves. De fou. Mais à l'inverse, on n'a jamais vu un sportif de haut niveau éviter la douleur et éviter les matchs. On n'a jamais vu un sportif de haut niveau éviter la douleur de l'entraînement et éviter les matchs. Jamais. 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 Vous voyez là, maintenant que j'ai dit ça, je vais l'intégrer dans la formation de confiance en soi là, que j'avais faite là. Ça, je vais le ramener. La meilleure façon de ne pas avoir confiance... Non, très d'Olympe, erreur. La meilleure façon de ne pas avoir confiance en soi, c'est d'éviter la douleur, éviter les épreuves. Et si on a un souci avec l'épreuve et la douleur, c'est qu'on doit revoir notre définition de la douleur et notre définition de l'épreuve. De fou. De fou. Et tu peux l'avoir de différentes façons. Tu peux regarder chez les anglo-saxons comment certains voient l'épreuve dans le leadership. Tu peux voir aussi dans les traditions ancestrales comment est-ce qu'on voit l'erreur, comment est-ce qu'on voit la douleur, comment est-ce qu'on voit l'épreuve et tout. Et tu vois que tout ça, ça devient une culture en fait. Ça devient clairement une culture. On apprend, on progresse. Ok. Par exemple, dans ce qu'on appelle le bodybuilding. Moi, j'ai un ancien pote de travail qui est devenu un expert en musculation, tout ça. Et j'ai beaucoup appris, en fait,
j'ai beaucoup appris en fait à travers son parcours, et j'ai beaucoup appris avec Essan NFC, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Et eux, par exemple, ils vous apprennent que pour être bon en musculation, il faut être en capacité de déchirer le muscle et travailler avec la douleur. Tu ne peux pas construire du muscle sans la douleur. Tu ne peux pas croître sans la douleur. Et en fait, être à l'aise avec la douleur, ça ne veut pas dire être sadomaso, hein. Ça veut dire redéfinir sa notion de la douleur et comprendre que la douleur, en fait, c'est le prix de l'effort. Et en fait, la douleur, c'est ce qui nous maintient à ce qu'on connaît depuis. C'est ça qui crée la douleur. Parce qu'en réalité, regardez, on est hyper à l'aise avec le fait de grandir. Ça n'a jamais été douloureux pour notre corps de grandir depuis qu'on est bébé. Pourquoi ? Parce que on n'a pas conscience de ça. Pour nous, grandir, c'est naturel. Mais par contre, dans tout ce qui est de l'ordre de faire les choses, on a de la douleur. On a de la douleur, pourquoi ? Parce que nos croyances sont rattachées à ce qu'on connaît le mieux, ce qu'on avait connu avant. Et en fait, c'est notre approche du nouveau et notre attachement envers le passé qui crée cette douleur-là. Donc en réalité, la douleur, et je vous pose la question, selon vous, est-ce que la douleur est la même pour tout le monde ? Ou est-ce qu'elle dépend d'un facteur ? Et après, une fois qu'on a fini ça, selon vous, est-ce que la douleur dépend de chacun d'entre nous ou est-ce que c'est la même pour tout le monde ? Quand on parle juste de douleur, dans n'importe quel domaine, est-ce que la douleur dépend de qui on est ? Non, est-ce que la douleur dépend de quelque chose d'autre ou est-ce que c'est la même pour tout le monde ? Ça veut dire que moi, ma définition de la douleur, c'est être la même que Palabre, que René, etc. Est-ce que la douleur, c'est la même pour tous ? Parce que quand on parle de douleur, est-ce que c'est pareil pour tout le monde ? On est d'accord dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la douleur, et en fait ça c'est juste mathématique, hein, si la douleur ne dépend pas, je reformule, si la douleur à un moment donné, c'est pas quelque chose d'universel, ça veut dire on n'éprouve pas tous la même douleur en fonction des sujets, mais que la douleur dépend de nous-mêmes et de notre vécu et de notre expérience, ça veut dire que la première personne qui est en capacité de changer ce niveau de douleur, c'est nous. C'est sine qua non. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Quand on dit c'est dur, c'est douloureux et tout, on parle de nous. Mais ça veut dire que si on parle de nous, on est en capacité de changer ça. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis juste que c'est simple. Mais que c'est pas facile. En effet, c'est pas facile. Ça demande du travail, ça demande de l'effort. Mais dès qu'on sait comment ça fonctionne, on peut changer ça. Le but, c'est pas de vous dire on abuse, machin, ou de faire la leçon. C'est pas ça. Je suis pas là pour faire la leçon. Moi-même, j'ai des trucs où il y a de la douleur encore. C'est OK. Le but, c'est juste de vous dire, rappelez-vous que ça, c'est simple et ça peut se changer. Et juste le fait d'accepter ça, premier pas vers le changement. Et si on est d'accord avec ça, là, on peut commencer à changer. Là, on peut commencer à changer. Et moi, je vous le dis, pour ceux qui sont in, on va changer des choses. Clairement, on va changer des choses. Clairement, on va changer des choses. Clairement, on va changer des choses. On ne va pas changer le monde, parce qu'on n'est pas là pour changer le monde. Chacun se change comme il veut, mais on va être en capacité de changer des choses. Pour les personnes de notre entourage, pour les personnes qui nous suivent, pour les personnes qui nous font confiance. J'allais dire la messe est dite. On n'est pas la messe ici. En tout cas, on arrive à la fin de ce live. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du live. Comment ça a été ? Est-ce que vous avez kiffé les points ? Est-ce que vous n'avez pas kiffé du tout ? Il y a ça aussi. Est-ce que ça vous a saoulé ? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse d'autres lives aussi ? Là, je suis dans la Caraïbe pour 4 semaines environ. Je compte refaire quelques lives de ce style-là. Dites-moi si ça vous parle, si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, n'hésitez pas à le dire. Je vais mettre le live en replay. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Le but, c'est pas que je vienne ici juste pour parler. Le but, c'est que ça serve aux personnes qui en ont besoin. Parce qu'encore une fois, l'intention de ces lives, c'est de partager et que le message soit reçu aux personnes qui doivent le recevoir. Et le reste, ça fait son chemin. C'est pas c'est pas mes affaires. Ça m'appartient pas. C'est OK. Pour ceux qui sont dans l'académie,
On va se revoir là prochainement là ouais, pour la suite, parce qu'il faut qu'on fasse en sorte que l'académie, là, mon intention, c'est que les personnes qui vont ressortir de l'académie, ils aient un niveau de conscience où, en fait, c'est simple. Problème, solution. Ah, il y a un problème? Solution. Il y a un problème? Solution. Il y a un conflit? Ouais, t'inquiète, solution. Et là, ça va être chaud. Ça va changer. Même pour les familles, ça va être ouf. Ça va être ouf. Être en capacité d'être dans un conflit, mais d'être en paix parce que tu sais déjà, en fait, où est le problème, où est la solution. Et tu dis, ouais, mais ça va très bien se passer. Pendant que des personnes sur la cour. Ah, bref. Merci, c'était top. Propose un questionnaire pour choisir le thème. C'est grave cool. Bah, si vous voulez, on va mettre ça dans la story. Je vais mettre ça dans la story ce soir. Pour le prochain thème du live. Donc, je vous le rappelle, les thématiques que j'aborde, c'est tout ce qui est en lien avec la psychologie humaine, autrement dit les neurosciences, les relations et la résolution de conflits. Là, ça va être essentiellement ça. Et le but, c'est toujours pareil, c'est de permettre aux personnes de se sentir mieux. Parce qu'en vrai, sur Instagram, je vois trop de mauvaises nouvelles. Faut qu'on ramène un truc stylé, là. Bravo, j'ai kiffé. Ça a bougé avec des choses dans mon mindset. Merci. Merci à toi. Et merci pour la confiance. Vera Lipem. On est ensemble. Live mardi à 21h aussi sur les relations amoureuses avec en mode avion. Donc, je serai accompagné des Vingel et du plug. Ce sera mardi à 21h heure française. Let's go! Ça va être cool. La team, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vais mettre le live en replay pour 24 heures ou 48 heures. N'hésitez pas à partager autour de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos pensées encore une fois. C'était Kenzo Hassani. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ah oui, je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Kenzo Hassani. Je suis expert en communication et résolution de conflits. Donc, je suis la personne qu'on appelle pour apaiser les tensions au niveau des relations familiales, en couple et au travail. Et puis, on essaie de faire en sorte à ce que tout se passe bien. Voilà. Donc, j'ai une académie qui s'appelle l'Académie Callahan. On apprend tous les sujets là qui permettent d'être meilleurs dans nos relations et aussi sur le plan de la santé mentale. C'est important. Enfin, on aborde différents sujets. L'idée, c'est de vous transmettre en fait tout simplement mon expérience et que vous puissiez créer des histoires stylées dans votre vie. Vraiment, ça, c'est... Quand on voit les familles qui vont mieux, qui apprennent à mieux communiquer, qui se sentent mieux, qui ressentent la paix et tout. Ah. Merci encore et je vous dis à très vite, on est ensemble. Ciao, ciao!